Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un grand monsieur. La personne qui se trouve en face de moi est une réelle référence dans le monde de l'investissement sur le continent africain. Après une carrière internationale dans des institutions telles que la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, il crée en 2007 l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation qui analyse la santé financière des entreprises, banques et gouvernements. En plus de son rôle de CEO, il consacre aujourd'hui une bonne partie de son temps pour aller à la rencontre de la jeunesse africaine. J'ai nommé M. Stanislas Zézé. Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Zézé et bienvenue dans Madiba Learning. Merci. Pouvez-vous d'abord vous présenter un peu plus en détail et aussi raconter votre parcours un peu plus en détail pour les gens qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, basé en Côte d'Ivoire, qui intervient dans 20 pays africains, 3 pays européens, un pays asiatique. Alors, j'ai fait mon collège et lycée, une partie du collège et lycée à Paris. Ensuite, la fac de droit à Nantes. Je me suis envolé ensuite pour les États-Unis où j'ai fait Sciences Po, Sciences Éco et l'école d'administration. Je travaille ensuite à la National Bank of Detroit comme directeur des RIS. Ensuite, à l'Institut international pour l'économie à Washington, D.C. comme directeur de programme. Et à la Banque mondiale, toujours à Washington, D.C. Comme Senior Control Officer. Et j'ai décidé de rentrer en Afrique, donc à la Banque africaine de développement comme Senior Country Risk Officer. Et quelques années après, j'ai décidé de rentrer dans le secteur privé comme directeur régional à Shell Oil Product Africa, donc basé en Côte d'Ivoire, et je supervisais une quinzaine de pays. Et en 2007, j'ai décidé donc de créer Bloomfield Investment Corporation pour répondre à un besoin que l'Afrique avait, celui d'avoir sa propre narrative. J'ai constaté que les agences internationales avaient une analyse qui était assez biaisée du risque sur le continent et beaucoup d'autres structures internationales d'ailleurs. Et nous avons décidé de créer Bloomfield pour pouvoir justement rectifier ce biais. Et je suis très heureux de savoir, 16 ans après, que nous avons eu raison de créer cette institution qui aujourd'hui crée un équilibre entre l'analyse qui est faite de l'extérieur et l'analyse qui est faite de l'intérieur, donc permet aux investisseurs locaux, régionaux, internationaux d'avoir une vraie visibilité sur la cartographie de risque d'investissement en Afrique. Et pour revenir un peu plus en détail sur ce parcours entrepreneurial, pouvez-vous nous raconter un peu le début de Bloomfield? Alors, on a créé Bloomfield en 2007. Évidemment, personne ne croyait à ce projet parce que ça semblait un projet venu de l'espace. Parce que même ceux qui connaissaient la notation financière ne pensaient pas qu'on pouvait créer un outil comme ça. Et d'ailleurs, le rendre différent de l'approche qui était faite à l'international. Et donc, c'était très difficile au départ parce que nos confrères africains ne nous faisaient pas confiance. C'est triste à dire, mais je crois que c'est peut-être un des gros problèmes de l'entrepreneuriat en Afrique, le fait que les Africains ne fassent pas confiance aux Africains. Mais nous avons embrassé le code des valeurs de l'entrepreneuriat, qui est le courage, l'abnégation, la résilience et considérer que l'échec n'est pas une option. Et on a transformé l'écosystème qui semblait ne pas être favorable à la création de cette entreprise parce qu'en réalité, la probabilité de réussite de ce projet était de 0%. Il n'y avait pas de cadre juridique, pas de client, pas de narrative. Donc il fallait tout mettre en place. Et je crois que c'est ce qui montre aujourd'hui que nous sommes sur un continent où il y a peut-être des challenges, mais quand on est déterminé, on transforme ces challenges en opportunités. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a réussi à convaincre le régulateur, on a réussi à convaincre les clients, on a fait une communication tout azimut qui a créé une narrative. Et petit à petit, progressivement, au bout de 5 ans, on a atteint la vitesse de croisière. Et là, aujourd'hui, nous avons une réputation qui dépasse les frontières de l'Afrique. Et nous sommes très fiers d'avoir créé ce produit africain pour les Africains. Pour revenir justement sur le produit pour les Africains, par rapport à la solution justement qui peut être donnée en Afrique, j'ai vu dans plusieurs entrevues que votre premier rêve était d'être politicien. Aujourd'hui, vous êtes économiste. Pensez-vous que le changement passera par la politique ou plutôt par l'économie en Afrique? Par les deux, finalement. C'est une combinaison des deux, c'est un partenariat entre les deux. Il faut comprendre que les économistes, les experts et tout ça sont les techniciens qui vont apporter des solutions que les politiciens vont mettre dans des politiques publiques. Donc il faut qu'il y ait une collaboration très serrée entre le secteur public et le secteur privé, de sorte à mettre en place des politiques publiques qui soient adaptées à la recherche de solutions, pour adapter aux problématiques des citoyens partout en Afrique.
Et je crois qu'une des grosses problématiques que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est la problématique de la gouvernance politique. Le modèle politique choisi par différents pays africains ne permet pas justement cette relation fluide entre le secteur privé et le secteur public, parce que les modèles choisis sont des modèles de concentration de pouvoir, donc on n'a pas un équilibre de pouvoir qui permet justement d'avoir les éléments de contrôle qu'il faut, les éléments de suivi qu'il faut, et d'avoir des vrais débats. Et c'est ça vraiment qui plombe l'Afrique en ce moment. Je pense qu'il y a aujourd'hui une tendance à ce que ça change. C'est très lent, mais je suis très confiant. Je pense que l'Afrique est sur le bon chemin. Il faut justement que les jeunes s'impliquent dans la politique, s'impliquent dans l'économie, s'impliquent dans l'entrepreneuriat, parce qu'on développe un pays par le secteur privé. Le rôle de l'État, donc des politiciens, c'est de créer le cadre pour que le secteur privé, justement, puisse créer de la richesse, créer de la valeur et créer des emplois. Donc, ce partenariat, c'est un partenariat qui va permettre à l'Afrique aujourd'hui de sortir justement de son retard. L'Afrique a tout le potentiel, mais le potentiel, ce n'est pas une opportunité. Aujourd'hui, il faut transformer ce potentiel en opportunité. L'homme aux chaussettes rouges, c'est le titre de votre livre. C'est aussi comme ça que l'on vous surnomme. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous vous adressez souvent aux jeunes, notamment récemment en Côte d'Ivoire, à l'IFG. Aujourd'hui, quelle est l'action, le but commun de toutes ces actions-là? Est-ce qu'il y a une future ambition derrière? Non, en fait, le but commun, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que le continent africain est le futur du monde. C'est un continent qui est de plus en plus jeune pendant que les autres sont en train de vieillir. Ce continent est en train de rajeunir. En 2030, 60% du continent aura moins de 20 ans. Ce que ça veut dire qu'on sera peut-être à 80% à moins de 35 ans. Donc imaginez un peu ce dynamisme, cette force de la jeunesse et cette force de l'innovation, parce que la jeunesse, ça équivaut à l'innovation. Donc, sauf que je ne voudrais pas, moi, en tant qu'Africain senior, que les jeunes Africains finissent finalement par être des spectateurs sur le continent le plus important du monde, qui est leur continent. Je veux qu'ils soient des acteurs. Et pour être des acteurs, il faut qu'ils prennent conscience de leur rôle, qu'ils prennent conscience de ce que le monde entier va dépendre de l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, pour que ce soit une réalité, il faut organiser et préparer tout ça. Structurer nos économies, organiser nos économies, créer des champions nationaux, faire de sorte à ce que nous soyons suffisamment structurés pour que nos économies se transforment, se développent et que nous puissions après absorber tous ceux qui voudraient venir avoir des opportunités sur le continent. Donc nous ne voulons pas que les jeunes Africains soient des spectateurs sur leur propre terrain. On veut que ce soient des acteurs. Donc nous, notre rôle en tant que dévanciers, c'est justement leur dire, écoutez, prenez conscience de votre force, prenez conscience de votre rôle, soyez conséquents, travaillez de sorte à être des acteurs, maîtrisez votre environnement, maîtrisez vos ressources, maîtrisez vos richesses, développez votre propre technologie pour développer vos matières premières et ne pas attendre que les autres viennent développer ça pour vous. Sinon, malheureusement, vous risquez de vous retrouver dans une logique d'un nouveau type de colonisation qui sera une colonisation plus intelligente. Donc, c'est ça mon rôle. Ce n'est pas ce que je retire comme bénéfice de ça, c'est de savoir qu'il y a des jeunes qui écoutent, il y a des jeunes qui prennent des actions et qu'il y a des jeunes qui arrivent justement à atteindre des objectifs que nous pensons qui devraient être les leurs. Et c'est ça notre combat en tant que leader africain. Pour rebondir justement sur les jeunes, il y a des jeunes qui sont déjà en Afrique, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui en Europe ou sur d'autres continents. Ces jeunes n'ont peut-être pas les codes, etc. du business en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des spécificités pour le business en Afrique? Non, je crois que quand vous êtes africain, vous êtes africain. Quel que soit où vous êtes, votre ADN est africain. Et évidemment, vous grandissez dans des environnements différents, donc forcément, vous vous acclimatez à la culture du pays qui vous reçoit ou du continent qui vous reçoit. Mais à la fin de la journée, rappelez-vous qu'on va toujours vous considérer comme des Africains. Donc à un moment donné, il faut recréer le lien avec l'Afrique, revenir en Afrique, s'imprégner de vos réalités et ensuite commencer à investir, commencer à vous investir. Donc
Pour moi, la diaspora sert de liaison entre les Africains et les autres continents où ils vivent. Ceci dit, le lien avec l'Afrique doit être un lien très fort. Et rester dans la diaspora, ne jamais visiter l'Afrique et considérer qu'on pourrait apporter quelque chose, c'est un leurre. Il est extrêmement important que cette reconnexion ou cette connexion pour ceux qui sont nés ici se crée. Parce que comme je dis à la fin de la journée, que vous soyez né en Belgique ou à Paris, à un moment donné, on vous rappellera que vous êtes africain. C'est bien vrai. Justement, pour revenir sur les jeunes de la diaspora, on a aujourd'hui même des membres aussi, des personnes qui ont créé un certain domaine d'expertise sur d'autres continents, qui souhaitent aujourd'hui revenir en Afrique, mais qui font face à des difficultés. Par exemple, ils n'ont pas de contact sur place, ils n'ont pas de gens à qui faire confiance. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces gens-là pour trouver des partenaires, des clients, etc. Est-ce que vous avez aussi des secteurs à conseiller? Ce que je dis toujours aux gens, c'est que quand les difficultés sont partout. Ici, vous êtes en France, il y a des difficultés. Aux États-Unis, il y a des difficultés. Partout, il y a des difficultés. Je ne sais pas pourquoi ce sont les difficultés de l'Afrique qui paraissent de vraies difficultés et les autres, ça paraît des difficultés tout à fait normales. Non, les difficultés sont partout. Difficultés représentent des challenges. Maintenant, la question, c'est comment on résout les challenges. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut comprendre que ce que je dis toujours aux gens, c'est que quand vous êtes de la diaspora et que vous estimez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en Afrique, pour moi, ça représente une opportunité. Venez mettre en place des outils que vous pensez qui vont régler ces problèmes-là. Moi, j'estimais, quand j'étais aux États-Unis, que la façon dont on évaluait le risque en Afrique était biaisée. Donc, évidemment, je pourrais continuer à rester aux États-Unis et dire ça. J'ai dit non. Je ne vais pas attendre que quelqu'un se décide de le faire. Puisque c'est moi qui ai constaté, je vais créer un outil pour rectifier ça. Je suis venu, j'ai créé cet outil et je l'ai rectifié. Donc si chaque Africain de la diaspora constate une anomalie sur le continent et décide de créer un outil pour corriger ça, vous imaginez bien que bientôt on n'aura plus d'anomalie sur le continent. Donc c'est trop facile d'attendre et de dire j'attends que les difficultés s'arrangent avant de venir faire du business ou j'attends que les difficultés s'arrangent avant de rentrer. Mais qui est-ce qui va les arranger pour vous, puisque c'est vous qui avez constaté. Peut-être qu'eux là-bas, ils ne considèrent pas ça comme une difficulté. Vous qui estimez que c'est une difficulté, il faut justement créer des outils pour corriger ça. Je crois qu'aujourd'hui, la force des jeunes, c'est qu'ils ont facilement la capacité de travailler ensemble. Il faut créer aujourd'hui des coalitions de jeunes de la diaspora et vous investir sur le continent. Tout ce que vous allez constater comme faiblesse, mettez des choses en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens à qui faire confiance. Non, vous venez, c'est du business, vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux. Comme ici, faire du business avec quelqu'un, faut les rencontrer, il faut discuter avec eux. Vous ne faites pas confiance aux gens sans les connaître. Il faut venir les connaître pour pouvoir faire confiance. Ça me paraît tout à fait évident. Il ne faudrait pas isoler l'Afrique comme quelque chose de particulier. Non. Chaque environnement a ses spécificités. Ceci dit, justement, pour comprendre les codes de cet environnement, il faut fréquenter cet environnement. En termes de particularité, justement, on a une grande difficulté et une grande réalité aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a le taux d'intérêt qui est très élevé, le taux d'intérêt des banques. Aujourd'hui, ces entrepreneurs-là, qui sont souvent à la recherche de capitaux, ne se tournent pas vers les banques africaines. Est-ce que vous avez d'autres choses à leur conseiller, comme des incubateurs, ou alors même se retourner encore vers l'Occident? Alors non, il n'y a pas besoin de se retourner vers l'Occident. C'est-à-dire qu'il faut créer des outils de financement de nos économies qui soient adaptés. Les banques, la majorité des banques dans les pays africains sont des banques étrangères qui ont décidé que les taux d'intérêt, que l'Afrique représentait tellement de risques que les taux d'intérêt devraient être très élevés. Ils ont de l'argent très court, pas de l'argent lent. Et d'ailleurs, malheureusement, ce sont même nos propres banques centrales qui s'arrangent pour que les règles font que l'argent soit aussi court. Et donc, comme l'argent est à court terme, il est difficile d'emprunter à court terme pour faire des projets à long terme. Des fois, la majorité des projets qui demandent beaucoup de fonds demandent un certain nombre de temps avant de pouvoir avoir un retour sur investissement. Et ces banques ne sont pas outillées pour financer les PME. Elles prétendent des fois, elles font des efforts, mais c'est toujours dans cette logique de court terme. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, il nous faut des outils qui soient adaptés
au développement de nos PME. Parce qu'aujourd'hui, comprenez que ce sont les PME qui vont développer l'Afrique. Le tissu économique dans la majorité des pays africains est autour de 95% de PME. Donc, c'est-à-dire que l'avenir de l'Afrique et du secteur privé africain, ce sont les PME. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, il nous faut des fonds d'investissement. Mais des fonds d'investissement africains avec l'argent des Africains. Tous ces milliardaires que nous avons en Afrique, il faut qu'ils commencent à penser à investir dans les fonds d'investissement qui, eux, ont pour vocation à financer les PME. L'avantage des fonds d'investissement, c'est que les fonds d'investissement, ils ne mettent pas que l'argent, ils ne mettent pas que du capital dans la société, mais il y a une implication d'expertise, de contrôle, de réseau, de gestion, de suivi, qui fait qu'au-delà de l'argent, les jeunes entrepreneurs ont besoin aussi d'être guidés, d'être orientés, besoin d'avoir des réseaux. Et pour moi, ça, c'est la solution du financement des PME africains. Si on commence à avoir une multitude de fonds d'investissement PME avec de l'argent des Africains, vous allez voir que les banques occidentales vont changer d'avis. Elles vont changer de façon de faire. Parce que sinon, elles seront out of business. Donc, elles seront obligées de s'adapter. Et à ce moment-là, les choses changeront. Ce n'est pas se plaindre qui fera changer les choses. Se plaindre n'a jamais rien changé. On vit dans un monde où les gens feront les choses que dans leurs intérêts. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que s'ils se rendent compte que finalement, plus personne ne va vers eux et qu'ils ne peuvent plus faire du vrai business, à un moment donné, ils devront changer leur méthode. Et si on commence à avoir des banques qui sont détenues par des Africains, ça pourrait être un game changer. Et la majorité des banques, vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, vous regardez, il y a combien, sur 30 banques, il y a peut-être 2 banques qui sont ivoiriennes. Et aujourd'hui, pour moi, c'est extrêmement important que les Africains prennent le dessus. Vous ne pouvez pas attendre que des potentiels concurrents financent votre économie. Enfin, ça me paraît incongru comme idée. Pour rebondir sur ça, justement, on constate aussi que la dette même des pays africains est en majorité détenue par des acteurs internationaux. Oui, mais pourquoi? Parce que les Africains n'organisent pas mieux leur marché des capitaux. Et de deux, leurs besoins, finalement, au lieu de faire en sorte que leurs besoins soient en monnaie locale, ils font que leurs besoins sont en devises étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils sont importateurs nets de produits finis, d'expertise, alors qu'ils peuvent développer tout ça chez eux. Ouais. Si vous développez les produits finis, si vous transformez vos matières premières, vous n'aurez plus besoin d'importer les produits finis puisque vous les avez vous-même. Si vous êtes exportateur d'EVA et que vous développez l'industrie du caoutchouc, où vous fabriquez vos pneus vous-même et les pièces détachées en caoutchouc des véhicules et tout ça, vous n'aurez plus besoin d'importer. Donc vos besoins deviennent en monnaie locale, vos besoins seront en monnaie locale. Votre expertise, si vous mettez l'accent sur la formation, l'éducation, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher des extérieurs puisqu'ils seront là. Et ceux-là, vous les paierez en monnaie locale. Donc je veux dire, si vous créez tous vos besoins en monnaie locale, vous regardez les 54 pays africains qui ont des marchés des capitaux fragmentés, un potentiel de 54 pays, donc un potentiel de l'épargne de 54 pays qui pourrait être mis dans un seul marché des capitaux avec une seule monnaie. Les monnaies africaines ne sont pas convertibles entre elles. Donc, c'est une question d'organisation. Le potentiel, il est là, c'est ce que je disais. Imaginez un seul marché des capitaux en Afrique. 54 pays mettent toutes leurs ressources ensemble. Mais quel pays africain aura besoin d'aller emprunter ou que ce soit? Et de ce marché capitaux, avec une seule monnaie baquée avec toutes les ressources que les Africains ont, les Africains n'ont pas besoin d'aller quelque part. C'est les gens qui viendront emprunter chez les Africains. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre et qu'au lieu de regarder en Occident, on regarde autour de nous ce qu'on a, on s'organise, on se structure. Les solutions de nos problèmes sont en Afrique, sont nulle part ailleurs. Les Africains demandent qu'on leur transfère la technologie. Mais pourquoi? Ceux qui transfèrent la technologie, enfin c'est des êtres humains, il me semble. C'est les ingénieurs qui développent, des chercheurs qui développent des technologies. Mais nous avons des chercheurs en Afrique, nous avons des intelligences en Afrique, mais pourquoi on ne s'organise pas, créer des vrais pôles de recherche et de développement et développer nos propres technologies qui soient adaptées
à notre environnement dans la logique de transformer toutes nos matières premières. Les solutions ne sont pas ailleurs. On les cherche ailleurs pendant qu'elles sont juste à côté. Pour terminer, Monsieur Zézé, vous notifiez souvent que votre femme est un facteur de réussite dans votre projet entrepreneurial. Pourtant, on voit souvent sur les réseaux sociaux, même dans des vidéos YouTube, qu'on nous dit de ne pas mêler entrepreneuriat et amour. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui vis-à-vis de cela? C'est si vous considérez que vous vous mariez pour l'amour. L'amour, c'est une très belle chose. Mais se marier, c'est un contrat social. Se marier, c'est comme vous créez une entreprise. Vous êtes deux partenaires de vie. Vous avez décidé qu'ensemble, vous serez plus fort que seul. Donc, si la base de votre mariage, c'est l'amour, vous aurez du mal. Il y a des gens qui sont amoureux et qui divorcent. Ce n'est pas l'amour qui garde les gens ensemble. C'est la capacité de fonctionner ensemble, voir les choses de la même façon, réfléchir ensemble, avoir des projets communs. C'est ça qui fait que les gens restent ensemble. Donc, votre épouse, c'est votre partenaire. Donc, une femme, son époux, c'est son partenaire. La première raison de se marier, c'est le partenariat. Ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est un bonus. C'est excellent d'être amoureux. Mais après, cet amour se transforme en autre chose, en de la sympathie, en de l'amitié, en de la fraternité, en tout ce que vous voulez. Ou alors, comme je dis, il y a des gens qui s'aiment beaucoup, qui sont amoureux et qui divorcent. Et c'est violent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé ces autres choses, ce partenariat-là. Donc pour moi, je dis aux jeunes, choisissez vos compagnes. Quand vous êtes une femme, choisissez votre homme. Pas sur la base de l'amour, mais sur la base de est-ce que vous êtes compatibles. Les hommes, pareil, est-ce que vous êtes compatible avec cette femme? Est-ce que vous pouvez être des partenaires? Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? On ne choisit pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'habille bien, parce que non. On peut sortir, oui, mais mariage, c'est très sérieux. C'est une institution qui est extrêmement sérieuse. Et on ne se marie pas pour divorcer. Donc, il faut bien choisir. On se marie pour rester ensemble. Donc, voyez votre épouse ou votre époux comme un partenaire, pas comme quelqu'un qu'on va aimer. Il y aura les papillons. Les papillons dans le ventre, ça disparaît après, je vous le dis, hein, ils s'envolent. Après, quand il n'y a plus de papillons, que vous n'avez pas développé un partenariat, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça qu'après, les gens se séparent. Et donc, oui, à deux, vous avez 4 bras, vous avez 4 yeux, vous avez 4 jambes, vous avez 2 cerveaux. Forcément, vous réussissez mieux que quand c'est un seul cerveau, 2 yeux, 2 bras et 2 jambes. Ça me paraît évident. Merci Monsieur Zézé pour cette entrevue. Merci de nous avoir reçus dans votre intimité en ce dimanche matin et en espérant vous revoir un jour dans une conférence du Madiba Club. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci.